bonjour Guerdy et merci de nous accorder un peu de ton temps pour cet entretien pour le village systémique. Du plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu as rencontré la systémique dans ton parcours professionnel? Où est-ce que tu es tombé dedans? Allez, comment je suis tombé dedans? Je suis tombé dedans, je pense, parce que j'ai été pendant tout le départ de ma carrière totalement à l'inverse de ce type de pensée. C'est-à-dire que j'ai travaillé comme éducateur dans un foyer où l'idée était vraiment que si ces gosses allaient mal, c'est parce que leurs parents les avaient démolis, donc il fallait faire ce qu'on appelle de la parentectomie, il fallait se séparer des parents. Donc j'ai travaillé pendant 4 années avec un cœur grand comme un pain, avec ces éducateurs qu'on était, il fallait qu'on devienne des substituts parentaux. Et puis il s'est passé que j'ai très vite constaté que ces gamins, quand ils quittaient le foyer, c'était pas vers le foyer qu'ils revenaient. Très très vite, ils allaient se réinstaller dans leur famille. Ça a déjà été un choc professionnel terrible pour moi. Puis le deuxième choc que j'ai eu, c'est lorsqu'un gamin est revenu avec son propre gamin dans les bras, nous demandant de prendre son gamin en charge. Donc là, j'ai eu un choc professionnel hyper grave. Toutes mes illusions de type qui travaillait avec cœur, qui était l'éducateur substitut parental terrible. Et c'est amusant parce que suite à cet événement-là, je n'ai plus su aller travailler. Donc je suis devenu fermier pendant 2 ans, un fermier heureux. Et puis malheureusement, quand je suis marié avec une assistante sociale, elle m'a dit un jour, mais tu ne viendrais pas voir un type qui s'appelle Jacques Lumakers qui donne une conférence. Et j'ai été voir Jacques Lumakers en conférence et je te jure, je me rappelle, je suis resté pendant 2 heures scotché sur ma chaise en train de me dire, ce type de travail social-là, ça, avec cette conception de la complexité, des loyautés d'un gamin par rapport à sa famille, avec déjà les idées de Jacques sur ce qu'on appelle maintenant la seconde cybernétique, sur le fait que tu ne peux pas te considérer à l'extérieur du système, tu es en plein dedans. Donc en revenant dans la voiture, j'ai dit à ma femme, mais ça je vais faire. Je ne te raconterai pas les anecdotes qui ont poussé à ça, mais donc on était en 84 et à partir de ce moment-là, même pendant 3 ans, j'ai plus fait que de la pensée systémique. Enfin non, j'ai été à toutes les formations, les congrès, les colloques, etc. Et donc, je suis devenu thérapeute de famille. Ce qui pour moi était catastrophique. Parce qu'avant, j'emmerdais des gosses tout seul. Et je me suis mis à emmerder les familles. Tu sais, en voulant, donc en me trompant de contexte humain, puisque j'ai retravaillé dans le cadre non pas d'un cabinet de thérapie, mais dans le cadre d'un service social. Donc j'ai commencé à recevoir des gens, et puis à croire que le lieu dans lequel j'étais avec eux, c'était un lieu de thérapie. Donc j'ai commencé à faire des génogrammes avec les familles. Et puis, comme en 3e année, on a vu le transgénérationnel, j'ai commencé à emmerder les gens, même sur leurs grands-parents, avec cette idée que je devais savoir, moi, plein de choses sur la vie des autres, de telle manière à pouvoir les épauler. Ce qui fait d'ailleurs que je me suis bien cassé la figure, parce que je pense, et c'est un défi pour moi de la systémique actuellement, c'est de différencier les contextes, le contexte de la thérapie et le contexte de l'intervention éducative et sociale qui pourrait être thérapeutique. Et ça, je trouve que ça n'apparaît pas. Mais donc moi, sur le contexte de l'intervention éducative et sociale, j'ai voulu appliquer tous ces outils, et les familles m'ont renvoyé, mais que je leur faisais vraiment violence. Donc au départ, je suis rentré dans une idée en me disant, mais oui, s'ils ne comprennent pas pourquoi la systémique c'est bon pour eux, c'est une forme de résistance. Donc j'ai été très bon, tu sais, pour développer dans mes rapports que les familles sont résistantes à notre approche associée à cela. Et d'ailleurs, j'allais même, et je l'ai dit tout à l'heure, mais quand une famille ne voulait pas me raconter l'histoire des parents, de ce qu'ils avaient vécu avec leurs grands-parents, je me disais que là, c'est parce qu'il y avait des secrets qu'il fallait... Donc j'ai vraiment idée. Exactement. Donc, mais j'étais excellent, hein, je te jure, j'étais très très bon. Et je faisais des rapports comme ça, tu sais, mais, oh mon Dieu, comment c'est possible. Mais donc ça ne marchait pas. Et un jour, malheureusement, et je pense que c'est Guy Ossos qui m'a vraiment fait tomber dans ce dans quoi je suis pour l'instant, j'ai rencontré ce type lors d'une conférence à Bruxelles. J'avoue, je l'ai détesté. Ce type qui me parlait des compétences des familles. Et en plus, ce type qui est venu me trouver en me disant, mais tu sais, la résistance des familles à ton aide, c'est une preuve de compétence. Je me suis dit, mais tu es fou. Je suis né pour aider. J'ai fait assistant social, j'ai fait la thérapie familiale, j'ai fait l'hypnose ericksonienne après, j'ai fait la PNL après.
Et toi, tu es en train de me dire que les gens qui résistent à un type comme moi, c'est une preuve de compétence, c'était inadmissible. En plus, pour l'anecdote, je le raccompagne à l'aéroport et juste avant de monter dans l'avion, enfin juste avant de passer à la douane, il dépose son passeport et puis il revient vers moi, j'étais resté 20 mètres derrière, et il me dit, tu sais, je crois même que la résistance des familles à ton aide, c'est pas uniquement des résistances, c'est de la légitime défense. Et puis il s'en va. Et moi je suis là, dans l'aéroport, j'ai envie de poser des bombes, j'ai dit du mal de ce type à tous mes copains, à tous mes amis. Et le lendemain au service, ça a été terrible, mais ça a été le déclic. Je pense vraiment que Guy nous a amenés, si tu veux, avec l'équipe avec laquelle je travaillais, parce que pour moi c'est extrêmement important ça, à oser réfléchir sur le fait que la famille, elle est compétente dans le jeu dans lequel on l'invite. Donc toute la question, puisqu'on travaille dans l'aide contrainte, puisqu'à ce moment-là j'étais directeur d'un service qui s'occupait d'inceste, maltraitance, etc., ça a été de se dire, mais si on partait du fait que la famille est compétente dans le jeu dans lequel on l'invite. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est comment peut-on changer le jeu dans lequel on va l'inviter. Et c'est ce qui nous a conduit vraiment, je pense, à une pensée systémique qui nous a permis d'intégrer les magistrats. Mais chacun son bord. On n'est pas là pour faire, un magistrat ne doit pas devenir un intervenant systémique. Mais à intégrer leur position, la position des familles, la position des tiers, etc., pour créer vraiment un autre jeu. Justement, par rapport à ça, dans ton livre, s'il te plaît, ne m'aide pas, tu parles du modèle que vous avez développé, notamment par rapport au mandat qui vous était donné. Tu peux en dire de vous, peut-être à la fois de ce modèle-là, et peut-être aussi peut-être de la manière dont ce livre s'est construit dans cette équipe. Donc on est parti sur du double lien. Je ne vais pas l'expliquer à les gens, je pense, qui regardent votre site, savent ce que c'est un double lien. Donc on est parti de l'idée, donc on s'est mis à réfléchir sur mais qu'est-ce qui arrive à une famille quand un magistrat lui dit « vous allez aller vous faire aider », alors que la famille ne reconnaît pas qu'elle a besoin d'aide. Donc on a vraiment développé le paradoxe dans lequel la famille est mise, où la famille doit vouloir l'aide que quelqu'un veut qu'elle veuille pour un problème que cette personne dit qu'elle a, que la famille ne reconnaît pas en plus. Tout en sachant que tout le travail, c'est de lui faire reconnaître qu'elle a le problème que l'autre a dit qu'elle avait. Mais on se rendait compte que et c'est Gregory Bateson qui l'a éclairé, une personne soumise à ce type de paradoxe, soit elle va, pour gérer la situation, devenir violente, soit elle va devenir dingue. Soit la troisième piste, et ça c'est le travail qu'on a fait nous avec des familles très précarisées qui nous l'ont appris, elle va jouer le jeu. Donc elle va faire semblant qu'elle veut l'aide qu'on a voulu qu'elle veuille, et les familles, je te jure à TD Carmonde, moi je les adore, ils connaissent ça sur le bout des doigts. Donc on s'est dit, mais tant qu'un magistrat nous demande d'aider une famille qui ne reconnaît pas qu'elle a un problème, ça ne marche pas. Donc on a commencé, on a vraiment eu la chance de travailler avec un magistrat à Verviers, j'espère que c'est un type fantastique. S'il écoute un jour ceci, j'espère qu'il se reconnaîtra. Ce type a accepté un jour de venir travailler avec nous dans l'équipe et de se poser la question, mais comment est-ce qu'on pourrait initier un autre jeu? Et je me rappellerai toujours, c'était une réunion fantastique parce qu'on parlait, ça faisait 3-4 fois qu'on se voyait. À un moment donné, il a tapé sa main sur la table en disant « mais moi j'en ai marre, moi j'ai un problème ». Et là, je pense que notre équipe, on a été assez super parce qu'on lui a dit « on pourrait peut-être vous aider à le résoudre avec les familles. Est-ce que vous pourriez clairement exprimer votre problème ?» Et le juge nous a fait un cours de philosophie judiciaire. Il nous a dit, mais d'un côté, il y a un procureur qui me dit et qui me donne des arguments comme de quoi cette famille met son gosse en danger, et de l'autre, il y a une famille qui me dit, c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'au niveau judiciaire, on ne sait pas démontrer ce qu'on ne fait pas. Donc moi, j'ai saisi l'histoire en lui disant, mais, tiens, monsieur le juge, et si nous, on pouvait travailler avec la famille pour qu'elle puisse vous démontrer quelle est la famille qu'elle vous dit qu'elle est. De telle manière à ce que 6 mois plus tard, plutôt que de tenir avec monsieur le procureur, vous puissiez tenir avec la famille. Et le magistrat a dit, mais c'est super, on va essayer. Donc, je me rappellerai toujours, c'était prodigieux, la première séance où il a dit à une famille, j'ai un problème. Vous ne me donnez pas des arguments qui me permettent de croire que votre enfant est en sécurité. Donc, si dans 6 mois, donc maintenant je tiens avec monsieur le procureur, si dans 6 mois, vous me donnez des arguments, je tiendrai avec vous. Ce qui veut dire que nous, comme équipe, on n'était plus là pour aider la famille par rapport à un problème que quelqu'un avait dit qu'elle avait, on était là pour aider la famille à répondre aux problèmes que lui posait le juge.
Et si tu te rappelles des choses que Diossos dit, une famille se mobilise pour aller trouver un thérapeute quand elle se pose un problème, mais on peut aussi mobiliser une famille en lui imposant un problème. Et là, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et nous, on s'est mis à rencontrer des familles en nous disant, attendez, nous, on n'est pas là pour vos problèmes. On est là uniquement pour vous épauler par rapport aux problèmes que vous rencontrez avec le magistrat. Et ce qu'on a constaté, alors c'était fou, parce que ce qu'on a constaté d'abord, c'est que les familles se montraient collaborantes. Et pire, c'est qu'elles commençaient à nous parler du problème de maltraitance qu'elles avaient caché à d'autres. Alors au début, on s'est un petit peu laissé piéger, parce que les familles vérifiaient simplement qu'est-ce qui vous intéresse vraiment. Est-ce que c'est de nous épauler à démontrer aux magistrats que nous sommes des gens bien, ou est-ce que c'est tout compte fait de vouloir chercher? Et là, Diossos a été d'une aide parce qu'il nous a dit non. Quand dans un système se contraint, une personne vous demande de l'aide, la seule aide que vous puissiez lui offrir, c'est de lui proposer quelqu'un d'autre chez qui elle pourrait, en toute confidentialité, sur une toute autre scène, dans un contexte thérapeutique, aller demander de l'aide. Donc tu vois, c'est un petit peu tout ça le cheminement. Et je te rappelle, parce que ça pour moi c'est du programme officiel. Moi je pense que le fait d'avoir dépiégé la relation avec les familles de ce paradoxe a créé un contexte relationnel où nous pouvons, alors je vais dire peut-être des choses terribles, mais sans que les gens ne le veuillent et sans que les gens ne le sachent, parce que nous ne pouvons pas ne pas intervenir, mais intervenir sur la relation, celle que nous partageons avec eux et leurs enfants, mais intervenir de telle manière à ce que les choses puissent être plus flexibles, plus légères, plus viables, et pas que pour eux. Ça, moi, j'insiste vraiment. La deuxième cybernétique, la seule personne que je peux changer, c'est moi. Donc c'est comment est-ce que quand je suis dans un système où maman m'apparaît terriblement agressive. Et comment se mobilise ce programme officiel avec la famille? Alors, ce qui est très clair, pour moi, le programme officiel, c'est la famille a à démontrer à un magistrat, avec l'aide de travailleurs sociaux, d'éducateurs, comment elle peut effectivement démontrer que ses gosses sont en sécurité chez elle. Exactement comme avec les adolescents après. Le juge disait aux adolescents, je l'adorais, il disait, écoute, monsieur le procureur me démontre que tu es un gamin qui ne sait pas t'intégrer dans la société. Tu as 3 mois pour me démontrer que tu es capable de le faire. De nouveau, nous, ça nous mettait en posture de compétence avec le gosse. Et quand on recevait la famille, c'était plus du tout pour dire qu'est-ce qui explique le fait que votre gosse est délinquant, c'était dire comment on va se mobiliser ensemble, vous parents, de telle manière à ce que votre gamin puisse démontrer au magistrat qu'il est quelqu'un de bien. C'était super parce que quand les gens disaient ah non, on n'en peut plus pour l'instant, je disais c'est ok, je vous téléphone dans une semaine. Avec les gamins délinquants, sur 754 situations, dans 751 situations, les 2 parents sont venus travailler. Parce qu'on n'était plus là pour créer de la culpabilisation, mais créer de la responsabilisation. Vous êtes responsable de votre gosse, vous pouvez le soutenir, vous pouvez l'épauler, on a besoin de vous. Donc ça c'est... Maintenant pour moi, ce n'est que du programme officiel, ça. Parce que pour moi, ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est vraiment la dimension systémique, et pour moi c'est la deuxième cybernétique. Et je pense que dans le milieu systémique, je crois qu'on n'a pas encore été jusqu'au bout de cette deuxième systémique, on est déjà en train d'inventer la troisième avec la neuroscience. Ça m'inquiète, mais de manière. Pour moi, si tu veux, la deuxième systémique, la deuxième cybernétique, pardon, c'est que quand je rencontre quelqu'un, je ne peux pas ne pas intervenir. Donc il va se passer quelque chose entre nous qui va créer tout de suite une opportunité pour que je m'utilise pour que les choses changent. Tu vois. Et alors, ça part évidemment de l'idée où je n'ai plus besoin de demande d'aide. Il suffit que je sois projeté dans un univers où il y a des êtres humains pour que je ne puisse plus ne pas avoir l'action citoyenne de faire quelque chose. Alors maintenant, la question pour des thérapeutes, des éducateurs, est-ce que je peux m'utiliser sans que les gens ne le sachent et sans que les gens ne le veuillent, de telle manière à créer un univers où les choses seront plus viables, plus flexibles, plus sereines, et pour eux, et je te le rappelle pour moi, hein, quand moi je rentre dans une famille où, allez, j'ai vécu ça il y a quelques temps, c'est un monsieur qui vient me trouver avec son fils, et puis à un moment donné de la discussion, il me montre ses bras, son gamin l'a frappé avec une barre de fer, mais il est bleu de partout. Je ne peux pas me retirer de ça et me dire c'est leur vie, c'est ce qui se passe entre eux. Non, la question pour moi qui se pose tout de suite, c'est dans ce qui est en train de se jouer entre nous, où je deviens complice de la vie, pas complice, coacteur,
Mais plutôt que de devenir coacteur de cette violence et de la stigmatiser, etc., c'est comment est-ce que je peux devenir coacteur d'un fonctionnement qui permettra à ces deux êtres humains qui s'aiment, parce qu'ils sont plus ensemble. Il y a plein de colère entre eux, etc., mais ils sont plus ensemble. C'est comment je peux m'utiliser de telle manière à ce qu'entre nous trois émerge une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Et ça, pour moi, tu me parlais tantôt de développement de la systémique. Pour moi, la systémique, c'est vers là. Quand une gamine vient me trouver et me dit « j'ai été violée », comment est-ce que je peux m'utiliser par rapport à cette gamine de telle manière à créer une expérience qui, plutôt d'être au service de mes peurs, il faut aller dénoncer au procureur, comment est-ce que je vais accepter qu'elle m'ait choisi comme un citoyen, thérapeute aussi, hein, mais auquel elle s'adresse pour que quelque chose émerge de ça. Mais comme Cyrulnik le dit, hein, la résilience, c'est à partir de ça, je peux m'inventer du futur. Alors je sais que dans le domaine systémique, puisqu'on est quand même, moi, ma spécialité, c'est les contraintes, on a tendance à croire qu'il faut qu'il y ait un magistrat, qu'il faut qu'il y ait un juge, ou je ne sais pas qui disent non, ça on ne peut pas le faire. Moi, je constate que les trois quarts des gens savent qu'on peut faire ça. Pour moi, c'est bien plus comment je vais m'utiliser pour aider la personne. Oui, tu as vécu ça, tu sais que c'est pas correct. Tu sais que c'est pas correct d'avoir violé, ou tu sais que c'est pas correct de violer, mais comment on peut en faire quelque chose? Et je te rappelle, hein, la dialogie d'Edgar Morin, pour moi, il est important dans une société qui ait des gens qui disent la loi, mais il est tellement important qu'il y ait des thérapeutes et un champ préservé qui soient là pour faire autre chose. Et quand je vois les confusions qui sont en train de se passer, enfin, je me demande vraiment maintenant dans nos sociétés occidentales, où une maman, par exemple, qui a, je ne sais pas si tu as des enfants? Oui. Même moi aussi, j'en ai 4. Je ne sais pas toi, mais moi, une fois de temps en temps, hein? Ah bon? Eh bien, je me dis que j'ai eu de la chance, moi, parce que parfois j'ai pu aller trouver une infirmière de la PMI en disant j'ai voulu jeter par la fenêtre cette nuit, j'en pouvais plus. Et que cette bonne femme, elle n'a pas fait un signalement. Et elle m'a dit ah mais je comprends, s'il pleure comme ça tout le temps, moi aussi, oh là là, j'ai dur, ça fait une... Et oui, il y a plein de choses qui sont nouées. J'ai des papas qui viennent chez moi. Moi, je crois que hier, j'étais à une conférence avec Marcel Gaucher, non pas Marcel, Jacques Gaucher. Et il parlait, si tu veux, des comportements agressifs et des comportements maltraitants. Et pour lui, la maltraitance, c'est la perversion. Ça veut dire qu'il fait mal intentionnellement. Mais moi, mais non, je ne vais pas dire les trois quarts, 99% des gens que j'ai rencontrés dans le cadre de maltraitance, mais ce n'étaient pas des gens méchants, c'était des gens perdus. Alors, le problème, c'est que la première fois qu'ils avaient cogné, ils n'avaient pas osé venir trouver quelqu'un en disant « Putain, j'ai fait une connerie, il faut qu'on en parle ». Et puis la deuxième fois, ça fait encore pire, puis la troisième fois, mais je ne trouve pas d'autre solution, et je continue, je sais que ce n'est pas ça que je devrais faire. Mais le problème, c'est que dans notre société pour l'instant, une personne qui viendrait trouver un intervenant et qui dirait « j'ai cogné ma fille ». Ouais, tu sais ce qui va se passer, stigmatisation, etc., etc. On est dans un univers de fou, il faut qu'on repense systémique tout ça, vraiment. Donc je suis assez enthousiaste parce que je trouve qu'il y a des pistes terribles, puis parfois ça m'énerve un peu de voir qu'on pense tout le temps thérapie. Et pas assez approche systémique. Alors que les trois quarts de nos étudiants, c'est pas des thérapeutes. Non, c'est des éducateurs. Ils vont rester éducateurs, ils vont rester assistants sociaux. Et c'est là dans leur partie qu'on doit les aider. Mais je sais que certaines choses qui se passent au village systémique sont géniales à ce niveau-là. Ce matin, dans ton intervention, tu commençais de manière un peu provocatrice à l'encontre de tes partenaires de table en disant « Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites ». Ça m'intéresserait de, je crois que tu en as déjà beaucoup parlé, hein, mais que tu puisses expliquer, dire en quoi tu es révolté par rapport à la façon dont la systémique actuellement s'affiche, se présente dans un congrès comme celui-ci, EFTA 2010. Tu vois, pour moi, on ne s'intéresse pas aux méta-règles qui sont en train de piloter notre jeu. On est de plus en plus dans une société où le secret professionnel est mis en danger. Mais comment est-ce que je peux garantir à quelqu'un que la parole qu'il va me donner, je ne vais pas aller en faire autre chose? Pourtant, il y a plein de lois. Et j'ai l'impression que les systémiciens, on s'occupe de notre petit... Comme si on oubliait qu'on était dans un contexte. Tu vois, moi j'ai vu le film de Maurizio Andolfi. Mais putain, ce mec, je l'aime. Il touche les gens. Il prend les bébés. Et putain, faites pas ça, hein. Dites pas aux éducateurs de toucher les enfants, hein. Parce que les éducateurs qui touchent les enfants...
Enfin, en Belgique, je suppose que vous avez entendu parler qu'il y a eu un congrès où on a dit aux éducateurs hommes de ne plus mettre les petites filles au lit. Non, on est où là? Et nous, on dit en thérapie, il faut toucher, il faut... Oslo, ce qui présentait son... Le programme suisse, brésilien, je l'ai suivi, où les gens se prennent dans les bras, etc. Mais un thérapeute qui vient, qui prend un gamin dans ses bras, moi j'ai fait ça. Je prenais les gamins dans les bras, je disais, allez, on chiale tous les deux. Tu fais ça maintenant? Il y a une espèce de métacontexte, oui. Je pense auquel, en tant que systémicien, on ne pense pas assez. L'exemple de Jeanne, l'exemple que j'ai donné tantôt, non, je ne l'ai pas donné. Une gamine vient me trouver, elle me dit, je me suis fait violer. Et je dis à cette gamine, et cette gamine n'a pas l'air d'être traumatisée en plus, parce qu'elle vit dans un quartier où pour faire partie de la bande d'adolescents, où tu acceptes la tourmente, ou tu n'acceptes pas. C'est pas un exemple qui vient de moi, c'est un collègue de Liège, mais qui était fantastique. Il a dit à cette gamine, mais tu me dis ça, et tu souhaiterais quoi? Cette gamine me dit, mais j'aimerais bien que ça change dans le quartier. Et ce collègue a dit, mais pour que ça change, tu proposes quoi? Et la gamine a dit, mais tu sais, je ne suis pas la seule. Et lui, il a dit, mais tu pourrais pas venir avec tes copines? Ils sont venus avec les copines. Ils ont fait un film là-dessus. Les gamins violeurs ont accepté de tourner dans le film, ont accepté de dire, oui, c'est pas correct, mais ça, pour moi, c'est une action thérapeutique, mais canon. Mais va un peu dire à un assistant social, à un éducateur, un thérapeute, qu'il n'a pas à dénoncer ce type de situation. Enfin, je l'ai assez vécu à des congrès, où je me suis fait traiter de tous les noms, où on me dit que je suis complice de l'abuseur, parce que je dis qu'il ne faut pas le signaler. Je ne veux pas être complice de l'abuseur, je veux que le processus de protection qui soit mis en place soit au service de la victime, et pas au service de mes angoisses. En plus de ça, moi, ce que je constate sur le terrain français, puisque je fais énormément de supervision en France et en Suisse, c'est que très souvent, les enfants qui ont été protégés par un système protectionnel, eh bien, ils étaient objets de la toute-puissance de leur père ou de leur mère ou de leur abuseur, et simplement, ils deviennent objets d'un système de protection. Et tu rencontres ces gosses dans des hôpitaux psychiatriques, dans des foyers, et qui vont mal. Parce qu'ils... Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils s'en veulent d'avoir parlé de leur souffrance. Donc, pour moi, si les lois concourent à ce que des acteurs thérapeutiques comme nous, alors je sais bien qu'un éducateur n'est pas un thérapeute, mais c'est un intervenant thérapeutique. Un assistant social, c'est pas un thérapeute, mais ça peut devenir un intervenant thérapeutique. Si les lois nous conduisent à devenir des gens dangereux pour nos patients, alors je trouve que nous sommes dans une folie furieuse. Et que ça, c'est vraiment une question à la systémique, mais que oui, on n'est plus dans la thérapie familiale, on est dans une question bien plus large. J'ai un peu répondu? Oui, tout à fait. Merci. Petite pause. Et donc ce congrès, c'était 60 ans de thérapie familiale et après. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur cet après, justement? Quels te semblent être les enjeux et les défis à travailler? Tu vois, vraiment, je pense qu'on est en train de se rendre compte, et Adalberto Barreto, Guy Oslos, Plume, Mouni, je crois, il a dit des choses vachement. Il y en a plein d'autres, probablement, mais que je n'ai pas entendu. Et je pense qu'un des défis, si tu veux, moi je pense qu'on est en train de répondre à un problème de société par des réponses individuelles. Mais donc on répond, c'est vrai, il y a pas mal de gens qui ne vont pas bien, et on les envoie en thérapie. Avec la conséquence, puisque je suis dans la seconde cybernétique, je vais analyser le fait que si on t'envoie en thérapie, on t'envoie aussi le message, si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu as un problème personnel. Donc ce que je pense que le concept de compétence des familles, avec lequel Guy Oslos est fini, maintenant, on en mesure toute l'étendue, si tu veux. Je pense qu'avant, faire émerger les compétences des familles, ça se passait à un niveau individuel. Et en plus, je pense qu'on n'a pas assez développé de méthodologie pour faire émerger les compétences des familles. On est excellent pour décoder les problèmes, mais pour faire émerger les compétences, je trouve qu'il y a encore plein de boulot. Mais ce que moi je constate, c'est qu'on en est de plus en plus dans une vision de l'intervention éducative, sociale et thérapeutique, qui est de créer des groupes de parole, recréer de la solidarité sociale. Et je pense qu'un défi de la systémique, ce sera d'aller vers là, d'encourager ce type de pratique. Qu'on arrête, nous, de croire que nous avons des réponses, des injonctions thérapeutiques à offrir à nos clients, mais que nous soyons capables d'animer des processus qui permettent aux gens de se trouver des réponses. Mais c'est une perspective pour moi, parce qu'elle est très citoyenne en plus. Tu vois,
il y a certaines sociétés où je trouve où c'est très dangereux, il y a un type qui dit « Vous avez des problèmes, j'ai les solutions ». Non, ça il faut tout. Mais c'est un peu partout comme ça maintenant. Alors que pour moi, la solution, il n'y a rien à faire. Citoyennement, c'est nous vivons des choses difficiles. Comment est-ce qu'on va créer du lien entre nous, de telle manière à faire émerger des solutions? C'est la démocratie participative, c'est Porto Alegre. Et c'est pas étonnant qu'Adalberto, qui est venu avec la thérapie communautaire, c'est là que ça s'est créé. Donc c'est génial. C'est super, on va se voir dans 20 ans. Tu me diras, il y a 20 ans, c'était comment? Donc oui, ça pour moi c'est vraiment une derrière. Travailler le collectif. Retravailler. Ne plus avoir peur de ça. Ne plus avoir peur des familles qu'on reçoit. Tu vois, moi je vais dans des AMO, des MEX, des foyers pour enfants, etc. Et je me rends compte qu'on invite la famille pour faire de la thérapie, mais on n'invite pas les familles aux réunions de synthèse, on invite... Mais c'est leur gosse. Enfin, et pour moi, ça parle de la fraternité. Tu vois. Pas seulement c'est revoir dans l'autre qui est en face de moi, pas seulement un client, un patient, mais quelqu'un avec lequel je partage de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu de la deuxième cybernétique. Quand je te rencontre, il n'y a rien à faire. Je suis automatiquement lié à toi. Et pire, je me lie dans ton futur. Parce que ce qui va se passer entre nous, donc cette responsabilité qu'on va, cette co-responsabilité, mais c'est prodigieux. Non, absolument. Je suis tout à fait d'accord. C'est con, je te demande. Correct? Eh bien, grand merci, Guy, pour ce moment que tu nous as fait partager. Et bonne fin de congrès. Mais oui.